Mesdames, Messieurs, je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais une chose est certaine. Quand vous observez un peu autour de vous, des caméras de surveillance foisonnent de plus en plus dans les maisons. Cela semble devenir un effet de mode. S'il est admis que dans l'administration publique et autres lieux publics, l'on puisse installer des caméras de surveillance pour des raisons de sécurité, qu'est-ce qui, au-delà donc de la sécurité, pousse les citoyens à installer des caméras de surveillance dans leurs maisons et parfois même au portail, même dans des maisons où ils sont des locataires? Est-ce que la mise en place des caméras de surveillance ne devrait pas respecter des normes en la matière? Est-ce que l'image produite par ces caméras, quelle est l'utilisation qui en est faite? Est-ce que quelque part, l'usager qui emprunte le portail, qui emprunte la rue dans laquelle est installée une caméra privée, ne se voit pas donc prendre des images personnelles? Est-ce que quelque part le voisinage n'est pas interpellé? Voilà autant de questions que nous nous posons ce matin, mesdames, messieurs, et nous allons faire le débat avec une voix autorisée, sinon deux voix autorisées. Bien sûr, ce matin, nous allons faire le débat avec Monsieur Amounda Abou Seydou. Vous êtes conseiller rapporteur au niveau de l'autorité de protection des données à caractère personnel. On sera au téléphone avec une dame. Je vous laisse le soin de nous la présenter à nos Absolument. Ben voilà, j'ai le plaisir donc de présenter Madame Muriel Alapini. Elle est au téléphone. Elle est spécialiste de protection de données à caractère personnel et elle a donc accepté faire le débat avec nous ce matin. En attendant donc de la voir en ligne, Madame Alapini est déjà en ligne. Madame Alapini, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Alors, Madame Alapini, vous qui êtes spécialiste des questions de protection de données personnelles, et si vous commencez par nous dire ce que l'on peut entendre par une donnée à caractère personnel? Alors, une donnée à caractère personnel, c'est toute information qui permet d'identifier de manière unique, personnelle et privée un individu. Alors, quelques exemples de données à caractère personnel: votre écriture, votre mail, votre visage, votre voix, votre numéro de téléphone, l'adresse de votre domicile, la localisation de votre téléphone, etc. D'accord. Alors, Madame Alapini, aujourd'hui, avec la technologie qui avance et qui évolue de façon fulgurante, parfois nous posons des actes avec nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos appareils mobiles tout simplement, sans savoir que nous sommes en train de mettre à la disposition peut-être des inconnus, des données qui ne devraient pas l'être. Parlez-nous-en. Déjà, tout ce que vous mettez en ligne, vous participez et qui sait le voir. Tout ce que nous mettons en ligne? Oui. Et quand vous parlez de mettre en ligne, vous parlez de quoi? C'est-à-dire que toute chose que vous-même, vous mettez sur Internet. Vous prenez votre téléphone, par exemple, vous êtes avec des amis et vous photographiez, vous mettez par exemple sur Facebook. Tout individu qui sait comment ça marche peut, même en dehors de Facebook, avoir accès à tout ce qui est là. Ce que vous mettez vous-même en ligne, par exemple, vous donnez votre mail pour créer un compte sur Internet. Vous autorisez ce site-là à utiliser ces données à caractère personnel. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'à cause de beaucoup de législation qui existe aujourd'hui, sur les sites Internet, vous avez des informations qui vous disent qu'il y a des données à caractère personnel qui seront collectées, c'est quelle la finalité de leur utilisation, de leur traitement par le site. Donc, le conseil par rapport à cette question, c'est de faire attention en ligne. On va, Madame Alapini, oui. On va revenir tout à l'heure sur les conseils et les dispositions à prendre en tant qu'utilisateur de mobile et d'Internet. Vous continuez de garder la ligne et nous allons revenir sur ce plateau avec Monsieur Amounda. Oui, monsieur le journaliste.
Alors, M. Amouda, vous êtes de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Vous êtes donc une institution de la République. Régulateur. Alors, dites-nous, les données à caractère personnel doivent être vraiment importantes pour qu'on y dédie, pour qu'on leur dédie, je vais dire, une autorité. Ah oui, bien sûr. Monsieur le journaliste, je crois qu'à travers même la définition que vient de donner Mme Lapini, vous vous rendez compte en même temps l'importance de ce qu'on appelle données à caractère personnel. Bon, mais au sens du code du numérique, les données à caractère personnel, il l'a défini déjà, hein, mais au sens de ce code numérique, c'est toute information, bien sûr, qui, indépendamment de son support. Quand on dit indépendamment de son support, c'est très important, parce que les gens pensent que c'est seulement ce qui est numérique qui est donné à caractère personnel. Mais sur le support papier, vous pouvez aussi traiter les données à caractère personnel. C'est pourquoi on dit indépendamment de son support, qu'il soit donc électronique ou papier, c'est toute information donc, qui permet d'identifier une personne physique, donc directement ou indirectement. Exemple, par exemple, votre nom, votre numéro de téléphone, tout ça, ce sont des données à caractère personnel. Maintenant, ces données à caractère personnel sont classifiées en deux catégories. Il y a ce qu'on appelait des données nominatives. Ça, c'est des données simples. On appelle ça des données à caractère personnel simple. Il s'agit de votre nom, prénom, numéro de téléphone, tout ça là. Tout ce qui est, donc, ça, tout ce qui est relié à l'affiliation. Très bien. Il y a des données que nous appelons sensibles. Ces données sensibles, ce sont des données qui portent sur votre santé, la biométrie, tout ce qui est ethnie, et orientation sexuelle, ainsi de suite. Donc tout ça là, c'est des données sensibles. Et ces données là nécessitent une attention particulière pour les traitements. Donc l'autorité a une vue très très particulière sur le traitement de ces données qualifiées de sensibles. D'accord. Monsieur Amouda, pour des raisons de sécurité, on constate la présence de vidéosurveillance sur certains lieux de travail. Je veux dire dans certains hôtels également, commerces ou domiciles, voire même au portail. Est-ce que cela est une entorse à la protection des données personnelles? Merci beaucoup pour la question. Ce n'est pas une entorse en tant que telle, mais ça devient une entorse si vous ne respectez pas les normes prescrites par la loi. Puisque en fait, quand vous prenez le code numérique, le code numérique n'a pas organisé en tant que tel les installations de systèmes de vidéosurveillance. Donc ce vide a été comblé par une délibération que l'autorité a prise depuis novembre 2016. Et en 2017, donc le gouvernement a pris un décret 2017-077 du 10 février 2017 pour réglementer tout ce qui est installation de systèmes de vidéosurveillance en République du Bénin. Donc en principe, toutes les normes sont prescrites dans ce décret. Si vous prenez, le décret est composé de 9 articles. À travers l'article 2, ça dénonce déjà qui sont ceux qui sont autorisés, assujettis donc, à installer ces systèmes de vidéosurveillance. Donc au niveau de l'article 7, les normes de sécurité sont prescrites aussi là, parce qu'en réalité, un système de vidéosurveillance, on ne peut pas l'installer et tout le monde va avoir accès aux données. Donc il faut que les gens aient la confidentialité. Cela nous amène à vous poser cette question. Monsieur Amouda, il n'est pas rare de voir sur Internet ou sur les réseaux sociaux des personnes qui publient des extraits de vidéosurveillance comme quoi telle personne est rentrée dans ma boutique, telle personne vient de me cambrioler. Si vous la trouvez, merci de nous aider à l'attraper. Est-ce qu'on devrait exposer les images captées par les vidéos, les caméras de surveillance de cette façon, quand on sait qu'il y a la notion de présomption d'innocence qui existe dans notre pays? D'abord, c'est une question à deux pans. La première partie, je pourrais dire que simplement, à partir même du technicien qui installe même le système, il n'a pas droit accès à ça. S'il a accès à vos données de caméra, donc cette personne doit avoir ce que nous appelons un contrat de confidentialité. C'est-à-dire c'est une personne qui doit pouvoir garder secret des informations qu'il a en sa possession. Maintenant, si on va de l'autre côté pour prouver une infraction juridique ou quoi, je crois que si d'abord il y a deux trucs importants qu'il faut donc considérer là. Oui, dites-moi. La première chose, c'est qu'il faut que l'enregistrement soit légitime. C'est-à-dire les images que vous enregistrez, il faut qu'elles soient légitimes. Cette légitimité se trouve dans l'autorisation, puisque si vous-même, votre système n'a pas été autorisé par l'autorité. C'est-à-dire qu'au préalable, avant d'installer la caméra surveillance, le détenteur doit avoir reçu une autorisation de l'autorité.
Et sinon, ces images ne sont pas recevables. Ça ne peut même pas faire preuve à la justice. Okay. Donc, il faut un premier temps que l'image soit légitime. C'est-à-dire que ça respecte les normes et l'autorité a pu donner donc son autorisation, puisque avant que l'autorité ne donne l'autorisation pour les installations du système de vidéosurveillance, nous on demande ce que nous appelons la cartographie, c'est-à-dire la carte des installations des caméras. Il faudrait donc que nous ayons le plan d'installation. Oui. À travers le plan d'installation, nous étudions minutieusement si cette caméra-là ne balaye pas la maison d'autrui ou alors le portail ou le passage public. Donc, nous, dans quel cas, nous recommandons la réorientation parfois de certaines caméras qui nous soupçonnons quand même violer le territoire, le domicile ou l'intimité de l'autre. L'intimité d'un autre ou bien la voie publique où quiconque peut passer. Donc, publier une information de caméra de vidéo prise par le système de caméra, à mon avis, donc, ce n'est pas une image valable qui peut faire preuve même à part en présomption d'innocence, ça n'est pas recevable. Ça ne peut pas servir de preuve. Ça ne peut pas servir de preuve à la justice. D'accord. Il y a plusieurs conditions qu'il faut réunir d'abord avant que ces images ne soient donc prises en compte. OK. Alors, M. Amouda, dites-nous, nous sommes dans une maison locative. Oui. Le voisin dans la maison a installé son système de vidéosurveillance. Oui. Pour que moi j'accède à mon appartement, je dois passer dans la zone balayée par sa caméra. Oui. Si je me sens frustré ou si je me sens attaqué de cette façon-là, qu'est-ce que je dois pouvoir faire? D'abord, la première chose, il y a ce que nous appelons le droit à l'information. C'est-à-dire quoi? Quand le système de vidéosurveillance est installé quelque part, ce système doit être signalé par une affiche. Donc on ne doit pas le faire dans l'anonymat. On ne doit pas le faire dans l'anonymat. Ce n'est pas discret. Donc, on n'installe pas un système de vidéosurveillance de manière discrète. Tu dois signaler que l'espace est surveillé par donc, le système de vidéosurveillance. Je prends un exemple rapide. On sait que quand on est parent, on est tenté souvent de placer une caméra pour surveiller peut-être la domestique si elle prend bien soin des enfants. Donc là, il faut que la domestique, telle que vous nous dites, là, soit informée de ce qu'il y a. Une caméra, c'est bien cela? J'en viens. D'abord, la loi interdit de qualifier le travail d'un employé à travers le système de vidéosurveillance. C'est interdit. Donc ça, beaucoup ne le savent pas. Le système de vidéosurveillance pour piéger ou alors quantifier ou qualifier le travail d'un employé. C'est interdit. Donc ça, beaucoup ne le savent pas, je parie. Je crois qu'il est bien qu'ils le savent. Et aussi la durée de conservation. Certaines personnes se permettent de garder les images et en faire donc une vidéo et regarder à d'autres instants. La loi prévoit qu'il faut garder ces images. Les images peuvent être conservées pour 1 mois ou plus. Au-delà d'1 mois, vous devez détruire ça, sauf qu'il y ait ouverture d'enquête judiciaire. D'accord. Sinon, vous n'avez pas l'autorisation de garder ça plus d'1 mois. D'accord. On revient à vous tout à l'heure. Madame Alapini, vous êtes en ligne. Merci de rester avec nous. Voilà un peu le problème que nous avons au niveau des réseaux sociaux. Chacun se donne le droit de publier ou bien de relayer des images d'autrui, peut-être dans une situation où on dit, bon, telle personne a volé, telle personne a fait telle chose, et puis bon, il faut partager. Quand on fait ça, celui qui est victime d'une telle pratique, quelles sont les voies qui s'offrent à cette personne-là pour se voir rendre justice? Quand vous avez ce genre de choses, le premier réflexe à avoir, ce n'est pas de le mettre directement en ligne, mais c'est de suivre la procédure judiciaire qui existe dans le pays. Nous avons des lois qui s'appliquent tant dans la vie réelle que dans la vie numérique. Allez d'abord à la police, portez plainte, et là, les policiers vous diront ces images que vous avez, de la manière dont vous les avez collectées, etc., vous pouvez les diffuser. Parce qu'une personne qui ne vous a pas donné son autorisation et vous sortez une donnée à caractère personnel du cadre privé la concernant et vous mettez ça sur le devant de la scène publique, vous-même, vous êtes déjà en infraction. Parce que le code parle en matière de protection de collecte des données à caractère personnel du droit au consentement de l'individu dont vous collectez les informations. Oui. D'accord? Oui. Donc, si quelqu'un ne vous a pas donné l'autorisation, le consentement de manière écrite, orale, claire, simple et précise,
vous ne pouvez en aucun cas sortir une donnée à caractère personnel que vous avez pris de cette personne-là du cadre privé et le mettre sur la scène publique. Donc, pour la deuxième partie, bien plus juridique, je laisse M. Amouda vous donner les informations. D'accord. Je pense que je voudrais quand même aussi apporter, comme elle vient de le dire, certains éclaircissements à ce niveau-là. Elle a déjà abordé la question de violation des droits privés, de la vie privée de quelqu'un, puisque pour avoir, même si j'ai volé, vous publiez déjà anarchiquement mes données, je prends le dessus sur vous, parce que je peux me plaindre au niveau de l'autorité pour violation de mes données privées. Ça, c'est clair. Maintenant, avant de pouvoir exploiter les données qui sont prises par le système de vidéosurveillance, il y a beaucoup de dispositions qu'il faut prendre. Elle en a déjà cité, il faut aller à la police pour faire choses là. Mais si vous faites toute cette démarche et que les données même ne sont pas enregistrées de manière légitime, comme je l'ai dit, c'est que les données ne peuvent pas être exploitées. Puisque, vous savez, aujourd'hui, il y a des caméras, on étudie jusqu'à la qualité technique des caméras de prise de vue, donc de toute l'image de l'individu. Vous savez qu'il y a des caméras de résolution faible qui peuvent porter confusion au visage de quelqu'un qui peut ne pas être identifié de manière claire, qu'on peut confondre avec une autre personne. D'où il faut une qualité de caméra déjà avant de pouvoir identifier de manière unique l'individu qui est enregistré. Donc si ces exigences ne sont pas remplies, on ne peut pas opposer donc, ces images-là comme preuve donc, à la justice. Et il faut, comme je l'ai dit, la première démarche, c'est qu'il faut que la personne qui est enregistrée, si vous faites quelque chose de manière illégale, donc ce n'est même pas recevable d'abord pour qu'elle soit exploitable. D'accord. Alors, revenons sur la discrétion des caméras. Quel est l'intérêt d'annoncer au voleur, à quelqu'un qui s'est introduit dans votre maison par effraction, qu'ici il y a une caméra du moins, qui est en train de capter ces images? C'est une question qui me fait souvent sourire parce que oui. je vois que les gens considèrent le système de vidéosurveillance comme c'est un système pour arrêter le voleur. Non, le système n'est pas fait pour arrêter le voleur. Bien au contraire, c'est pour sécuriser les bâtiments, tout ça là, les locaux ou alors peut-être les infrastructures qui sont installées. Maintenant, est-ce que vous savez qu'il a été publié, il y a des institutions financières ont eu une injonction d'installer des systèmes de vidéosurveillance. Oui. Donc ça veut dire que le voleur même déjà alerté que toutes les institutions financières disposent déjà désormais des systèmes de vidéosurveillance. Oui. Donc, et pourtant, ils y vont. Celui qui va pour voler dans une banque, par exemple, il sait que la banque possède déjà le système de vidéosurveillance. Pourtant, il va. Ça veut dire qu'il peut prendre les dispositions, il peut se cagouler, faire des choses pour y pénétrer. Maintenant, vous qui êtes citoyen honnête, c'est ça qu'il faut voir. C'est le citoyen honnête d'abord que la loi protège. Il faut que vos données personnelles, votre vie privée soit préservée. Donc, à votre insu, on ne peut pas prendre vos images n'importe comment. Donc, il faut considérer que la loi est d'abord pour les honnêtes citoyens. Voilà. Cette loi qui est pour les honnêtes citoyens, je voudrais qu'on s'attarde sur un fait. Quand vous parcourez un peu les zones de Cotonou aujourd'hui, vous avez de plus en plus de maisons avec des caméras braquées dans la rue. L'honnête citoyen qui passe dans la rue et dont l'image est enregistrée, est-ce que, quelque part, le voisinage n'est pas dérangé? Voilà exactement ce que je viens de dire. C'est pourquoi la nécessité de signaler. D'ailleurs, l'autorité est en train d'élaborer maintenant des maquettes qui doivent mettre à la disposition de tous ceux qui installent les systèmes de vidéosurveillance pour que ça soit de manière uniforme, où on doit donc coller, chacun doit pouvoir donc afficher devant son portail, pour les privés, au niveau des institutions, suivant le nombre de caméras que vous disposez, vous devez avoir un nombre d'affiches données pour pouvoir signaler de manière visible donc l'existence des systèmes de vidéosurveillance. Et à travers ces maquettes-là, nous avons imprimé un code QR que vous pouvez flasher et qui vous amène directement sur le site de l'APDP et qui sort les informations sur l'autorisation que l'individu a avant de pouvoir installer ce système. Donc, si vous passez comme ça devant un portail et que vous voyez donc cette histoire, cette affiche, vous pouvez le flasher pour voir, si cet individu est autorisé à vraiment installer donc, ce système de vidéosurveillance. Vous qui êtes de l'autorité, dites-nous, quelles sont les conditions que le citoyen doit remplir pour obtenir l'autorisation avant d'installer le système de vidéosurveillance chez lui? La première condition, c'est de signaler, de venir à l'APDP ou alors d'aller sur notre site
il y a des formulaires qui sont mis en ligne et qui renseignent sur comment qui renseignent sur les conditions. C'est-à-dire, vous fournissez le plan d'installation de vos caméras, vous donnez le nombre de caméras que vous avez installées et celui qui a installé la caméra. Est-ce que la personne, vous avez un accord de confidentialité avec elle? Est-ce que aussi tous ceux qui ont accès à ces données-là ont aussi un accord de confidentialité, un engagement qui doit pouvoir garder le secret des images auxquelles ils ont accès? Et à part ça, vous devez pouvoir donc prouver la qualité, les caractéristiques techniques de vos caméras, l'origine et les définitions, c'est-à-dire pour pouvoir apprécier un peu, puisqu'il y a des caméras qui ne sont pas autorisées peut-être pour prendre un certain nombre d'informations. Donc, vous devez pouvoir fournir les informations techniques sur les caméras que vous voulez installer. D'accord. Voilà les préalables. Okay. Et quand ça arrive au niveau de l'autorité, nous étudions le dossier, nous prenons votre plan d'abord, on regarde la rue, puisque vous faites le plan, on peut dire pour votre caméra, telle caméra numéro 8 ou 7, réorienter ça du fait que ça ne balaye plus la rue publique. Et orienter telle caméra pour que ça ne vise pas la bonne qui est peut-être en train de travailler dans la cuisine. Réorienter donc ainsi de suite. D'accord. Est-ce que vous arrivez quand même par rapport aux données du terrain? Oui. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez déjà reçu des plaintes au niveau de l'autorité? Par rapport aux usages Oui, par rapport à des personnes qui se sentent abusées en matière de données sur le terrain. Bien sûr, on en reçoit. Et quand on reçoit de ces plaintes, on interpelle les individus. Parfois, ça aboutit au règlement à l'amiable, ou alors, le dossier est poursuivi et transmis donc poursuite au niveau du procureur. D'accord. Alors, il y a une question qui va revenir. Je suis patron d'entreprise, ou je connais un patron d'entreprise. Les employés doivent être au bureau ou bien au boulot à 7h30 ou 8h. Le patron, lui, est à la maison à 8h30. Les employés ne sont pas encore là. Le premier est venu à 8h35. De son smartphone, il regarde la caméra installée dans la boutique. Est-ce que les travailleurs sont protégés? Est-ce que le patron est dans son droit de procéder comme ça? Voilà une spécificité que vous avez abordée qui est très intéressante parce que ça là, par exemple, pour ces genres d'autorisation sont spécifiques. C'est-à-dire si vous avez fait une installation de système de vidéosurveillance dans votre domicile ou dans votre société et que vous avez accès à distance par votre smartphone aux images, vous avez un certain nombre, on appelle ça chez nous autorisation préalable. C'est-à-dire nous avons l'obligation d'étudier d'abord votre dossier et vous autoriser avant que vous l'installez. Donc nous regardons à ce moment-là, nous vérifions les types d'applications même que vous utilisez. Vous allez nous fournir les contrats de confidentialité, de sécurité garantis par donc, le constructeur de l'équipement et aussi celui qui a développé l'application. Il ne faudrait pas que, puisque désormais, les données personnelles rentrent sur Internet. Et là, ça devient dangereux. Puisque vous accédez à votre base de données à distance. Donc, si ça passe par Internet, alors si ça échappe, si les mesures de sécurité ne sont pas suffisantes, et que ces données-là échappent, et que d'autres personnes ont accès à ces informations, ça devient dangereux. Les images des employés se retrouvent dangereux. À leur insu. Exactement. Et c'est pourquoi, pour ces genres d'installation, nous exigeons que ça soit une autorisation préalable et vous fournissez un certain nombre de dossiers. Et alors, entre autres, comme je l'ai dit, le dossier sur l'application qui gouverne donc ce système, les équipements même techniques, vous devez nous fournir ces spécifications techniques et l'équipementier, quelle garantie de sécurité offre cet équipement. D'accord. Ça, c'est très important. OK. Madame Alapini, vous êtes toujours en ligne avec nous. Nous-mêmes, nous exposons généralement nos images, nos propres données sur Internet sans en avoir conscience. Voici donc un cas que nous allons vous soumettre. Quelqu'un qui a utilisé son téléphone portable, le téléphone est gâté, il envoie chez le réparateur, les images se retrouvent sur les réseaux sociaux à son insu. Dans ce cas, qui est mis en cause et qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez, la première personne mise en cause, c'est la personne qui a mis les images en ligne. D'abord. Donc le problème qui va se poser, c'est de déterminer la personne qui a mis les images en ligne. Ça peut ne pas être le réparateur lui-même.
qu'appelle quelqu'un qui, en passant par là, a trouvé un téléphone. Bref, c'est la question première de qui a mis les images en ligne. Et cette question nous amène à l'utilité de la phrase « Nul n'est censé ignorer la loi ». Nous ramène également au problème de confiance et de responsabilité des utilisateurs et des personnes qui manipulent aujourd'hui les outils de transmission d'informations. Un réparateur de téléphone doit savoir qu'il a entre les mains, surtout aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons avec le téléphone portable, une partie de la vie de son client. D'accord. Donc, il est tenu, un petit peu comme avec les médecins, au secret professionnel et à la protection à son niveau déjà des informations qu'il va retrouver dans ce téléphone-là. Et s'il est quelqu'un de scrupuleux, il n'a pas appuyé normalement dans la galerie ou dans les photos du client dont il a la charge du téléphone. Mais bon, on fait l'esprit humain et aujourd'hui, le degré de curiosité qui nous anime, ça relève un petit peu de l'utopie. Mais bon, là, le souci, c'est cela, c'est qui a mis les informations en ligne. Parce que c'est cette personne-là qui engage sa responsabilité. Et le réparateur de téléphone qui sont les tout premiers responsables. D'accord. Madame Alapini, merci de continuer par garder la ligne. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent écouter l'avis des citoyens béninois sur la question. En France, là-bas, par exemple, lorsque vous êtes au niveau d'un bâtiment public surtout, on écrit là que ce bâtiment est sous vidéosurveillance. Et vous savez que si je fais des bêtises ici, ce sera filmé. Maintenant, pour ce qui est de la vidéosurveillance dans les maisons, je ne sais pas s'il y a des tests qui encadrent ça. Sinon, s'il ne tient qu'à moi, ça dépend du contexte. Je ne sais pas s'il faut demander une autorisation, parce qu'on va savoir qui enregistre qui pour ça. Et si, je ne sais pas si c'est à la mairie ou bien à la police que ça va se faire, mais il faut que ce soit encadré, sinon les gens vont faire n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo dans laquelle monsieur s'est permis de mettre une caméra dans les toilettes et ses employés femmes, dans les toilettes de ces femmes, donc employés femmes plutôt. Donc, une a constaté qu'il y avait des caméras en haut et elle s'est plainte. Donc, si on doit laisser cours à ça, chacun va faire ce qu'il veut. La vidéosurveillance, pour moi, c'est une bonne chose. Je dis ça parce que, d'abord, ça permet de garantir ma sécurité. La sécurité de ma maison et la sécurité de mes enfants, si éventuellement il y a des enfants. La sécurité de mes biens, vous voyez. Et quand il y a infraction dans ma maison et je regarde les enregistrements de ma vidéosurveillance, là je saurai qui attaquer en premier. La caméra de surveillance est une bonne chose. Car bon, elle nous met en quelque sorte en sécurité et nous évite certains dangers. Parfois dans les entreprises, il y a des choses qui se passent et nous n'est pas au courant, mais grâce à ça, on peut rapidement identifier les intéressés. Qui fait sa vidéosurveillance ne le fait pas pour filmer quelque chose de mal, non. Il fait ça pour sa sécurité. Retour en plateau, Monsieur Amouda, dites-nous si vous devriez donner des conseils pratiques aujourd'hui pour ceux qui veulent installer des caméras de surveillance chez eux et ceux qui doivent, ou les citoyens en général, qui doivent protéger leurs données. Qu'est-ce que vous leur diriez? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que par rapport, ça dépend. Si vous êtes une administration, c'est-à-dire c'est dans une structure, ou c'est à la maison en privé, ça dépend. Si vous êtes seul, par exemple, la loi dit que si vous êtes seul et que vous seul habitez dans la maison, pas quelqu'un d'autre, et que votre caméra ne visionne que vous seul, donc vous n'avez pas l'obligation de demander une autorisation. Okay. Parce que vous ne violez la vie privée de personne. Mais dès lors que vous êtes déjà un certain nombre, ou bien vous recevez les gens dans ce salon-là et que la caméra est braquée, vous avez donc vous êtes assujetti à une autorisation préalable. Évidemment, nous avons deux régimes de traitement des autorisations. Il y a ce que nous appelons déclaration simple et il y a ce que nous appelons autorisation. Dans le cas que vous avez évoqué tout à l'heure, pour le système de vidéosurveillance nécessite une autorisation préalable. Mais si vous installez tout court
un système de vidéosurveillance dont vous n'avez pas accès à distance, vous n'avez pas besoin d'une autorisation. Vous faites une déclaration tout simplement à l'autorité que vous avez installée tant. Maintenant, en termes de conseil, c'est quand même de faire, en tout ce qui est utilisation des réseaux sociaux et des canaux digitaux, c'est d'en faire quand même une utilisation judicieuse et vertueuse surtout. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, Mme Lapine l'a dit au début de l'émission, il ne faut pas publier n'importe quoi en ligne, parce que sans les informations vous échappent, vous ne savez pas dans les mains de qui ça se trouve, et on peut faire du chantage, on peut détruire votre vie, atteindre à votre honneur, et même de manière définitive nuire à votre, disons, même à votre vie et puis privée, et à tout ce que vous êtes, à votre honorabilité et tout ce que vous êtes. Merci beaucoup, monsieur. Donc, il ne faut pas publier n'importe quoi. Et surtout, d'éviter aussi de cliquer en ligne sur n'importe quel lien. Oui. Quand on envoie un lien, on dit que bon, vous allez gagner 100 000 et que ceci, vous allez gagner 500 000. C'est gratuite. Voilà une histoire de gratuité. Quand vous voulez télécharger sur Play Store un jeu, en installant, Play Store vous exige à accéder à votre galerie. Un jeu, qu'est-ce qu'un jeu a à foutre avec votre galerie? Avec une galerie. Donc on dit que quand tout est gratuit, finalement, c'est vous-même qui devenez produit. C'est ça. Parce que les informations aujourd'hui ont une valeur quand même marchande. Importante, tout à fait. Assez marchande. Madame Muriel Alapini, on va vous donner la parole pour votre mot de la fin. Ah oui, ok, mon mot de la fin. Nul n'est censé ignorer la loi. Le code du numérique est disponible en libre accès sur plein de plateformes. Oui. Aujourd'hui, au Bénin, il est téléchargeable en PDF. Il ne fait plus 530 pages. Il n'est pas obligatoire de le lire en son entièreté, mais le livre cinquième est très important à avoir sous la main si vous avez des dispositifs de sécurité qui prennent des données à caractère personnel. M. Amouda a parlé de données citoyennes et je voudrais rappeler que avant d'être voleur, avant d'être votre domestique, avant d'être votre employé, ce sont des citoyens de la République du Bénin et ils sont en premier lieu couverts par ce code du numérique-là en matière de protection de données à caractère personnel. Donc, les dispositions dont M. Amouda a parlé, c'est-à-dire se déclarer, mettre en conformité par rapport à l'autorité, ne semblent pas fastidieux aux citoyens et aux utilisateurs qui... De système de vidéosurveillance? Oui. D'accord. Dans les cas, ils vont penser que ça va les sauver, mais quand on va faire intervenir les différentes dispositions de la loi, les choses peuvent rapidement tourner. Merci beaucoup à vous, Madame Muriel Alapini. Je rappelle que vous êtes spécialiste en protection de données à caractère personnel. Merci d'avoir effectué ce débat matinal avec nous. Bonne suite de journée à vous. Alors, M. Amouda, merci également à vous d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur les mécanismes qui gouvernent donc l'installation du système de vidéosurveillance en République du Bénin. On souhaite que l'autorité dont vous faites partie vulgarise davantage ces tests-là pour que les citoyens soient informés. Déjà, nous jouons déjà notre rôle à partir donc, de ce plateau, mesdames, messieurs. Déjà, je voudrais simplement vous dire que le 31, on avait lancé un communiqué pour mettre en demeure tous ceux qui ont installé le système de vidéosurveillance. Pour venir se déclarer. Pour se mettre en conformité. D'accord. Et c'était, ça, je crois, depuis le 31 mars 2022. D'accord. Donc voilà. Donc on ne s'était pas quand même sensibiliser les populations à ça. Il n'y a pas de souci. Merci à vous d'avoir apporté ces précisions. Mesdames, Messieurs, si vous avez des systèmes de vidéosurveillance chez vous, c'est bel et bien pour votre sécurité. Vous avez certainement vos raisons, mais sachez que la République dispose des lois en la matière, des règles en la matière. Conformez-vous et vous serez tranquille dans vos demeures et dans vos sociétés.